Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de leur stratégie, un programme de 26 minutes durant lequel nous allons à la rencontre des personnes ordinaires ayant vécu une aventure extraordinaire. Et aujourd'hui, nous recevons une brave Camerounaise, jadis qui a travaillé pendant 25 ans en tant que salariée, jusqu'au jour où elle a tout plaqué pour vivre de sa passion. Et aujourd'hui, elle est coach, experte en burn-out. Elle est auteure également du livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de faire un burn-out » et elle est présidente de l'association Against Burn-out. Mémarise Machia, bonjour et bienvenue. Bonjour Idriss, merci et merci à l'équipe de UN Media de m'avoir invité. Alors c'est un plaisir de t'avoir déjà avec nous. Mais Marie, si on doit s'arrêter sur le titre de ton livre, tout le monde n'a pas eu la chance de faire un burn-out, c'est-à-dire que tout le monde devrait faire un burn-out ou quoi? Dis-nous Marie. Tout d'abord, je reviendrai pour les raisons pour lesquelles j'ai arrêté de travailler. C'est beaucoup plus les raisons de survie. J'avais besoin de ça pour gagner ma vie dans le sens propre. Maintenant, tout le monde n'a pas eu la chance de faire un burn-out. Pourquoi? Parce que justement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de leurs rêves simplement parce qu'elles n'ont pas été au choc. Le choc que moi j'ai connu. Le burn-out m'a permis de me redécouvrir, de savoir quel était l'essentiel pour moi et justement d'aller à la quête de cet essentiel-là. J'avais le choix entre avoir une vie de salarié, bien payé, ou alors et mourir juste après, ou alors tenir à ma vie et m'ouvrir à autre chose. Et donc pour beaucoup, le burn-out peut être une vraie sonnette d'alarme pour se réveiller de sa vie, mais on sait que pour d'autres, ça ne leur laisse souvent pas de chance. Une chose est sûre, c'est que le burn-out, c'est simplement une invite ou une interpellation forte de ce que vous avez un mal-être profond. Il va falloir trouver la raison de ce mal-être-là. Mais malheureusement, très souvent, c'est mal abordé et c'est pour cela que les gens finissent par mourir. Mais il faut dire que j'ai connu les situations les plus alarmantes du burn-out. C'est-à-dire qu'on se retrouve pratiquement à se ôter la vie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais je dis et je maintiens mon titre, c'est parce que quand on veut regarder l'opportunité au cœur de l'épreuve, justement, on se dit, il faut que je m'arrête, que je me pose de bonnes questions et que je vois ce qui marche pas. Et on va revenir dans ton histoire, Mémarise. Tu as fait 25 ans, tu as travaillé pendant 25 ans avec beaucoup d'expérience professionnelle. Jusqu'au jour où tu as tout arrêté, tu as tout plaqué pour vivre de ta passion. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, ce qui se passe réellement, c'est que j'ai 22 ans d'entreprise dans la même entreprise. Les choses se passent bien globalement parce que justement, je n'ai pas de problème de salaire, je n'ai pas de problème interpersonnel. Je suis très appréciée par ma hiérarchie, j'ai de bonnes relations avec mes collègues. Sauf que j'avais quelque chose qui n'était pas nourri. Je n'étais déjà pas dans mon métier de rêve, même si j'ai été jusque-là la plus appréciée de tous les boss que j'ai eus. Personne ne voulait se défaire de moi parce qu'on trouvait que j'étais une assistante excellente. Et c'est pour moi parce que j'aime l'excellence. Et c'est ça justement le problème. Et c'est ça qui mène souvent au burn-out. Parce que les personnes perfectionnistes et excellentes vont au-delà de ce que leur corps peut produire pour plaire aux autres, ne pas regarder à l'essentiel. Donc à un moment donné, justement, j'ai excessivement poussé mon corps, j'ai lâché et c'est après le 3e burn-out que je me suis posé de vraies questions. Je me suis dit, il faut certainement que je m'arrête. Oui, c'est vrai, j'ai tout ça, mais en même temps, je suis tout le temps malade et puis, même si j'ai une assurance maladie, je ne peux plus être prise en charge. Il fallait par exemple que je me fasse opérer du dos et du cou, ce que je n'ai plus finalement fait parce que j'ai eu d'autres soins, mais qui n'étaient pas pris en charge par l'assurance maladie. Et ça, c'est pas seulement propre à mon ancienne entreprise, c'est une réalité. Donc justement, j'étais en perte de vitesse, on va dire, et en perte de repère, et j'ai dû me dire qu'il vaut mieux
avoir une maman sereine, parce que j'étais déjà devenue une maman très difficile à vivre pour mes enfants, une épouse absente, une collaboratrice très dans son camp, et c'est pas bon pour la société. Donc du coup, c'est tout ça qui m'a poussée, mais surtout parce que ma santé ne me permettait plus d'y aller. Je me réveillais le matin avec beaucoup de douleur, puisque à partir de 23h minuit, j'arrivais plus à dormir, mais il fallait que j'embauche à 8h. Oui, j'avais les concessions, mais c'était plus évident. C'était plus évident pour moi parce que j'arrivais crevée et même si j'avais des horaires aménagés, etc., je ne pouvais simplement plus. Et jusqu'à présent, m'asseoir comme ça pendant des heures à travailler, mais impossible. Donc, je ne pouvais pas voir une entreprise prête à supporter ça, à subir ça. Et il faut se regarder en face et se dire, est-ce que je vais servir du présentéisme ou je vais être efficace? Je ne l'étais plus, il fallait que je m'arrête. Surtout, il fallait que je cherche ma vie et que je sois en vie. Absolument. Et aujourd'hui, je ne le regrette Absolument. pas. Et donc, je découvre ma passion en chemin, oui, parce que justement, dans le cadre de mes formations en interne et mes formations personnelles que je me payais, j'avais déjà commencé une spécialisation en coaching. Et comme mon psychologue n'était pas d'accord avec moi parce qu'il estimait que justement j'étais pratiquement à l'article de la mort, et c'est peu de le dire quand je vous le dis comme ça, ça peut sonner léger, mais c'était vraiment ça. Et il se disait, si j'arrête de travailler, comment je survivrai puisque je n'aurais même pas l'assurance maladie. Mais moi, je savais juste que c'est ce qu'il fallait que je fasse, ok? Et donc, comme j'avais ces spécialisations en gestion de stress, j'ai commencé donc à travailler sur moi-même, et au bout de 2 mois, j'avais déjà atteint les résultats que j'avais avec lui avant que je ne reprenne, avant cette dernière forte rechute. Donc voilà, et je me suis dit, pourquoi ne pas? J'aurais pu m'orienter autrement parce que je suis dans un coaching all-round. J'ai beaucoup de spécialités là-dedans, mais j'ai préféré la gestion de stress et spécialisation burn-out parce que c'est quelque chose que j'ai connu, quelque chose qui est difficile à gérer et dont on ne parle pas beaucoup en Afrique. Il était temps que quelqu'un le prenne en main. Et justement, Méma, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont certainement victimes de stress et peut-être de burn-out. Comment on sait que là on est victime d'un burn-out, on est dans un stress énorme, on est dans un burn-out? Comment on le sait? Alors, il faut savoir que déjà, c'est quoi le stress? Le stress, c'est simplement notre réaction à une situation subie, ok? Et cette réaction subie peut être positive ou négative. Donc, on parlera du stress négatif ou du stress positif. C'est quelque chose qui est très important pour nous, le stress, mais quand il devient perpétuel, il devient nocif, surtout quand c'est le stress négatif, ok, le distress. Donc, du coup, comment savoir qu'on est en burn-out? C'est une phase qu'on n'atteint pas du premier coup, parce qu'il y a une fatigue saine. Mais quand on se rend compte que la fatigue est perpétuelle, qu'après le repos, on ne récupère pas, que quel que soit ce qu'on peut mettre sur pied, il y a toujours cette fatigue, mais alors forte, parce qu'elle va chercher dans l'énergie. Et on est complètement comme, je veux dire, c'est comme une maison qui tient debout avec ses 4 piliers, les murs, mais à l'intérieur, c'est complètement cramé, vois-tu. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui s'installent. Physiquement, on va développer des pathologies. Moi, par exemple, j'avais une hyperthyroïdie, j'avais 4 mois de règles sans arrêt, j'avais... je ne peux pas m'asseoir comme ça. La physiologie, oui. Le corps. C'est-à-dire que et tous les organismes ne réagissent pas de la même façon, mais je veux dire, on va observer des dérèglements qui, quand on va faire des analyses cliniques et biologiques, eh bien, il n'y aura rien. C'est pour ça qu'en Afrique, souvent, on a tendance à croire qu'on a eu un mauvais sort qui nous est tombé sur le cou, etc. Parce que voilà, justement, on ne connaît pas ça. Et donc, moi, j'avais développé un certain nombre de choses. Je ne peux pas m'asseoir un quart d'heure comme ça sans développer des crampes sur mon pied gauche. Il se retournait carrément. Pour que j'arrive là, il fallait un quart d'heure. Et c'était en pleurant. J'avais ce côté qui ne répondait pas. Ma main n'arrivait pas là. Je ne peux pas la mettre sur le dos. Je peux faire quelques efforts aujourd'hui grâce à la médecine qui m'aide. Mais ce n'était pas ça. Maintenant, au-delà des aspects physiques et pour lesquels on ne trouve pas vraiment de solution, c'est-à-dire que voilà, les céphalées qu'on va traiter à toutes les molécules mais qui sont toujours là, alors que même ces lunettes sont... Il y a un problème. Mais non, sur le plan émotionnel, alors on peut rire pour un rien ou
on peut pleurer pour un rien. On devient vraiment à la limite névrosé, on devient nerveux tout le temps. Très nerveux, et on ne veut plus voir les gens. Il y a la dépersonnalisation. On ne supporte même plus les membres de sa famille. Ouais. On commence à se questionner. Après, il y a beaucoup de points comme ça qu'on va observer. Maintenant, quand on est en entreprise, on peut aller voir son médecin de travail qui va déjà être alerté par le fait qu'il vous met tous les protocoles, mais ça ne marche pas. Mais Maryse, est-ce que ça, on le voit souvent pour chez les adultes? Ouais. Est-ce que les enfants Ouais. vivent aussi ce Ah type oui. de... Ah oui, les enfants sont déprimés, les enfants sont stressés et les enfants peuvent faire un burn-out. Il y a le burn-out éducatif, estudiantin. Oui, pourquoi? Parce que justement, c'est le corps humain et tout le monde ne sera pas au même niveau, mais ça arrive à tout le monde. En entreprise aussi, ça peut arriver à l'huissier planton comme ça pourra arriver au PDG. Nul n'est véritablement à l'abri, à la femme comme à l'homme. Et maintenant, comment on va le savoir? Il va d'abord se faire un diagnostic clinique qui va clairement stipuler et prouver que tout a été mis en place, mais que les résultats ne suivent pas. On ira ensuite vers un psychologue qui va donc faire un certain nombre de tests qui peuvent aussi être faits chez un coach, mais moi je préfère qu'on passe par le psy. Parce que quand je suis face à quelqu'un qui est complètement down, broke, je ne peux pas le prendre. C'est comme si je ne voulais que de l'argent. Cette personne a besoin de passer par une phase qui est... des examens qui peuvent confirmer ou infirmer. Voilà. Oui. Et moi, je viendrai donc intervenir au niveau soit de l'anticipation, quelqu'un qui ne voudrait pas se retrouver dans ces situations et qui anticipe, ou alors auprès de quelqu'un qui veut rebondir après ça, mais qui a déjà les moyens de travailler sur lui-même, parce qu'on partira d'un point A à un point B. Et pour ça, j'ai besoin de son énergie. J'ai dit tout à l'heure que l'énergie vous manque énormément en ce moment-là. Oui, j'ai des clés pour y travailler, mais il y a un préalable. Donc, c'est une prise en charge collégiale. On ne peut pas, seul, moi, coach, résoudre le problème d'un burn-out entièrement, non, parce que sur le plan physique, par exemple, oui, j'ai des choses que je peux lui donner, mettre sur pied, qui peuvent l'aider très rapidement, mais s'il a développé des pathologies très très graves qui ont besoin d'un médecin, c'est pas ma compétence. Voilà, avant de rentrer dans ce qui a causé effectivement l'élément. Ouais. Et aujourd'hui, Mima, il y en a dans notre société. Est-ce qu'au Cameroun, par exemple, est-ce que les gens sont sujets est-ce que les gens en parlent facilement, acceptent qu'ils sont dans un burn-out? Est-ce que c'est facile de parler de ça avec les gens? Le déni. Pourquoi le déni? Parce que justement, en dehors de notre contexte africain, il y a qu'on va se dire, pourquoi moi? C'est pas possible. Et puis de toutes les façons, moi je suis un bosseur ou je suis une bosseuse. Mais non, ça ne peut pas m'arriver à moi. Non. Donc on ne peut pas en parler parce qu'on a honte. Ou alors on a peur du qu'en dira-t-on, le jugement de l'autre. On va se dire, ok, on croira que je n'assure pas assez, que je ne suis pas assez bonne, que je ne suis pas assez fort ou forte. Et ça entraîne le déni. Il y a aussi que nous avons des superstitions qui font que justement, plutôt que de regarder les choses froidement, objectivement, on va commencer à aller chercher la petite bête ailleurs. C'est pas que ça n'existe pas. Non, on est dans oui, mais on est dans un contexte africain et même dans le monde. La sorcellerie existe, beaucoup de choses existent, ok? Mais avant ça, on fait des préliminaires, on s'assure qu'on a tout fait avant d'aller penser à d'autres choses. Et il y a beaucoup de personnes qui manifestent des vraies pathologies, mais dont les sources réelles, les causes réelles sont que un stress. C'est psychosomatique justement, c'est ça les troubles psychosomatiques, c'est que justement on développe tout ça. Moi je t'ai donné quelques exemples qui ont disparu après que je me sois ressourcée, ok? Et c'est vrai que j'ai eu de l'accompagnement avec des produits, etc. que je prends. J'ai eu de l'accompagnement des spécialistes et tout, mais je ne suis pas forcément passée par ce que préconisait la médecine conventionnelle. Okay? Donc, il faut savoir que le burn-out, quand il sort de son environnement, a déjà un fort pourcentage de reconstruction, de rémission. Et malheureusement, il y a d'autres fortes croyances
limitantes qui sont telles que un Bernie a besoin d'aller à la piscine, à la plage, se faire masser, etc. Mais il a arrêté pour des raisons de santé. Son collègue qu'il voit le faire va se dire, ok, d'accord, ben, il se la coule douce et tout ça, mais il en a besoin pour se ressourcer. Et tout ça, on n'est pas encore sensibilisé dessus. On n'a pas encore l'éducation qu'il faut. C'est pour ça, malheureusement, que les gens préfèrent feindre et puis mourir à petit feu. Et aujourd'hui, c'est une reconversion chez toi, Mema, qui n'est pas évidente. Et on va en parler justement de toutes ces difficultés dans la deuxième partie de notre émission. D'accord. De retour sur ce plateau, nous sommes avec Mémaris Macha, aujourd'hui experte en gestion de stress, spécialisée dans le burn-out. Mémaris, après tes 25 ans de travail, quand tu as tout lâché pour te lancer dans l'accompagnement, le coaching, tu as forcément eu des difficultés. Quelles sont les plus grandes difficultés et comment tu as pu les traverser? Alors, les plus grandes difficultés étaient déjà, de pouvoir me retrouver déjà et me remettre sur pied. Après ça, il fallait que je fasse comprendre aux gens que ça existait. Parce que lors de ma conférence de presse, par exemple, je m'étais entendu dire par des journalistes que c'est comme si vous avez vécu en Europe, ça on ne connaît pas ici, malheureusement. Mais on voit des gens tous les jours sauter. Absolument. D'accord, du pont et se jeter à l'eau. Ah ben, on dira qu'il a trempé, mais ce n'est pas toujours ça. C'est une condition. Parce que c'est une condition. Et quand il est en moto, on va dire qu'il n'avait pas accepté la condition, alors que véritablement, le gars, il était mal. C'était la première difficulté. Et ça demeure la première difficulté. Les gens ne comprennent pas la problématique et pensent qu'ils ne sont pas concernés. Mais des accompagnements que je fais en entreprise décèlent que justement le mal est profond et qu'il faille prendre des choses en main. La deuxième difficulté était sur le plan de la communication ou alors de l'accessibilité pour les services. Je l'ai couché sur papier, comme tu l'as dit, à travers mon livre, mais les Camerounais, déjà, les Africains lisent très peu, c'est vrai, mais après, les écrivains n'ont pas vraiment de l'accompagnement. J'ai tout fait de bout en bout, vraiment à compte d'auteur, mais pour moi, c'est une mission. Et ce n'est pas le but de vendre forcément, mais c'est de toucher la personne qui se sent interpellée et qui veut se prendre en main. La troisième difficulté, c'est simplement qu'après, on se dit, est-ce que je devrais lui faire confiance plutôt qu'à une coach européenne? Parce que justement, on aime bien avoir affaire aux gens qui arrivent de l'autre côté, mais Dieu merci, il y en a qui comprennent que non seulement je suis diplômée d'une école internationale, un diplôme européen dont j'ai suivi un cursus normal. Et au-delà des outils que j'ai acquis, je suis passée par le process de la pire des manières. Et donc justement, je pourrais comprendre ce que même un coach qui n'a eu que la spécialisation ne pourrait pas comprendre. Et ça, je pense que ce sont des choses qui me permettent aussi de m'adapter. Mais au-delà de tout ça, j'en tire une très grande leçon. La première année a été une année expérimentale et qui m'a fait découvrir beaucoup de failles, des personnes à qui j'ai fait confiance qui ne la méritaient pas. Mais ça, c'est bien parce que ça démontre à souhait qui en a en face, etc. Mais en dehors de ça, je crois que ça va. Mais quand tu as décidé, par exemple, de dire je vais arrêter d'en parler, parce que tu es aussi une mère de famille, ok, tu es mariée. Quand aujourd'hui, quand tu as décidé de changer, est-ce que ton environnement proche, par exemple, monsieur, les enfants, ils disent je vais être coach en gestion de stress, est-ce qu'ils ont compris vite ça? Quand tu n'es pas affecté, tu n'es pas infecté, tu es affecté, autant pour moi. Et ma famille m'a vu pendant 2 ans, rentrer tous les soirs, être dans le noir total, dans ma chambre, ne demander qu'à manger à peine et crier après mes enfants, même quand la plus petite venait m'embrasser, si elle venait de manière très brusque, j'étais très très violente, mais ça ne se percevait pas à l'extérieur. Mais mes enfants et ma famille, mon environnement proche, ressentaient le mal par lequel je passais et m'a beaucoup soutenue. Et je me souviens du jour où je suis venue annoncer
à la maison que j'avais déposé ma démission. Parce qu'avant de le faire, j'ai pu consulter M. Machia parce que la veille, j'avais fait une crise d'angoisse. J'étais très mal. Le lendemain, je vais voir mon médecin qui peut me reprendre 1 mois et demi après la reprise de travail parce que j'avais tout repris en boucle. Il m'a dit, si je vous touche, je ne suis pas sûre que vous arriveriez chez vous. Et là, ça fait tic dans ma tête. Et donc, je suis arrivée chez le médecin de travail. Je lui ai dit, je vais déposer ma démission. Et le lendemain, je l'avais fait. Et quand je l'ai fait, je suis rentrée. Ma dernière fille, qui avait à l'époque 10 ans et demi, elle m'a dit, oh, enfin, maman, merci beaucoup, Seigneur. Wow. C'est dire que oui. Ça, c'était déjà un gros soulagement. Même si après, je ne trouvais plus d'emploi, c'était déjà un gros cadeau pour ma famille. Maintenant, gestion de stress, est-ce qu'ils comprenaient ça? Oui. Parce qu'ils m'ont vu, c'est-à-dire que c'est 2 mois après que j'ai travaillé sur moi, ce sont mes 2 filles qui m'ont dit aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre grand frère et on va t'amener faire des photos. Parce que maman, tu as retrouvé la maman qui est repartie il y a 3 mois pratiquement au travail et après une grosse crise. Et ce jour-là, elles m'ont fait belle, des tenues que j'avais toujours portées à la maison et que j'ai finalement utilisées pour le livre. C'est dire que tous sont contents et fiers de ce que j'étais devenue. Donc oui, ils sont convaincus que si je prends quelqu'un en main, je l'amènerai d'un point B à un point A. Et Mima, et une des difficultés également que les gens rencontrent quand ils veulent démissionner ou se lancer dans leur passion, c'est de se dire, est-ce que financièrement, on continuera de tenir? Comment tu as pu dépasser cette question et cette problématique? Ah, Ulrich, tu sais quoi? Quand je pense à cette période-là, j'ai un seul mot. Merci Seigneur parce que, et merci à ma hiérarchie, je le dis dans le livre, parce que elle m'a accompagnée. Elle m'a accompagnée dans le sens où quand je suis venue déposer ma démission, 2 semaines plus tard, j'étais libérée. Mais crois-moi, Ulrich, quand je prenais cette décision, je ne savais pas si je tiendrais avec les frais de Kiro, que je tiendrais avec ci ou ça. J'avais toute ma réalité qui s'imposait à moi. J'avais surtout ma vie à sauvegarder. Et donc, sincèrement, je partais dans le vide. Je ne comptais que sur mon mari, sur Dieu et sur la compréhension des enfants. Oui, je ne partais pas en me disant je vais développer une activité demain. Non, je partais parce que je voulais survivre. Mais est-ce que tu conseillerais ça à quelqu'un? Oui, après, quand c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, une question de vie ou de mort, il n'y a pas de choix. Ouais, bien sûr, sur la balance, il n'y a pas de choix. Tu sais des questions que je me suis posées, Brice? Je me suis dit, mais Maris, aujourd'hui, tu es endettée. À la banque, tu as un engagement, comme beaucoup de salariés, ok? Voilà. Mais Maris, aujourd'hui, tu as déjà un certain rythme, etc. Est-ce que tu tiendrais? Après, je me suis dit, mais Maris, il y a 1 an, tu as dû vendre ton véhicule parce que tu ne peux plus conduire, tu ne peux plus te retourner, tu ne peux plus rien faire. Si tu clames aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on va convier M. Machia, on va lui donner une gerbe de fleurs, un cercueil pour toi, on va donner une belle enveloppe, on va te compter ton temps de travail et puis ce sera basta. Les premiers à dire à ton mari, il faut trouver une femme seront les membres de ta famille, il faut encadrer nos enfants, ok? Et mes enfants, ils auront perdu, M. Machia aura un peu perdu, mais moi je serai partie. Donc, quand on met sur la balance ces choses-là, on regarde de l'autre côté, on dit, ok, d'accord, j'ai de l'argent, mais de ce côté, est-ce que j'ai la vie? Non. Là, j'ai de la vie, est-ce que je peux recommencer? Oui. On prend la bonne décision. Donc, oui, je le dirai à quelqu'un qui véritablement sait qu'il est à l'artillerie de la mort. Il n'y a pas de... La vie n'a pas de prix. Oui. La vie n'a pas de prix. Et Mima, aujourd'hui, est-ce que, avec toute cette expérience, tout ce parcours-là, j'imagine que dans notre environnement, tu as beaucoup à apporter énormément. Est-ce que tu penses à l'éducation, par exemple, à la base, l'éducation des enfants à la base? Est-ce que tu as un projet dans ce sens? Est-ce qu'il faut leur apprendre dès la base les techniques de gestion de stress, comment faire? Qu'est-ce que tu penses de ça? Comme je te le disais en off, pour moi, ça devrait être inscrit dans les programmes scolaires. Pourquoi? Parce que nul n'est à l'abri. Nul n'est véritablement à l'abri. Et même si on est à l'abri, on a certainement un parent proche qui en souffre. Et on doit pouvoir le gérer parce qu'il ne peut pas nous gérer. Et on anticipe sur beaucoup de choses. Et on aura une population plus épanouie. Okay? On aura une population plus épanouie. Les personnes heureuses sont des personnes qui ont le plus grand de résultats dans ce qui leur convient. Et moi, je dirais véritablement, si j'ai un cri de cœur, c'est
je ne vais pas faire ce travail seul, non, mais c'est de penser à ça. Et ce que je fais, par exemple, j'ai pris part à des programmes gratuits que tu donnes, parce que dans le cadre de l'association aussi, je donne des programmes gratuits, des produits qui m'ont aidé à me remettre sur pied, qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Je peux les mettre à disposition des personnes et qu'elles retrouvent leur santé et que ça ne leur pèse pas. Donc oui, je suis dans la sensibilisation à fond, je suis dans l'éducation parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, alors tu as un livre magnifique, Mema, tout le monde n'a pas eu la chance de faire un burn-out et tout. Oui. Aujourd'hui, comment, pour tous ceux qui voudraient s'en procurer, oui. Comment on fait par exemple? Alors, comment on fait? Il y a plusieurs possibilités. Il est déjà sur Amazon, par exemple, pour ceux qui sont à l'étranger, parce qu'ils étaient très nombreux à en réclamer et ils sont heureux aujourd'hui de pouvoir le commander. Au Cameroun, on peut l'avoir à partir de Gumroad, qui est une plateforme en ligne où on peut passer sa commande et être livré tout de suite. Chez Makero à Bonapriso, on me contacte directement. Il y a un stock. UMedia pourra avoir un stock, pourquoi pas. Et donc, voilà. Mais essentiellement, il n'est pas dans les librairies parce que je suis allée en camp d'auteur et puis je n'ai pas encore démarché les librairies. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas absolument lucratif. Mon chantier y est à l'heure pour l'instant. Je sensibilise, j'éduque, je coach, j'accompagne les entreprises à mettre sur pied des bases pour pouvoir ne pas avoir d'autres mémaris. Bien sûr, bien sûr. Et peut-être avoir une plateforme, un club, pas anonyme, mais où les gens peuvent venir. Dans le cadre de l'association, par exemple. Voilà. Mais malheureusement, tu sais, je vais te dire, Ulrich, j'accompagne des personnes en one-to-one, mais quand je leur dis, OK, est-ce que vous seriez d'accord d'avoir un cercle d'aide? Parce que c'est important. Non, non, les Africains, c'est tout de suite, non, 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 je préfère pas. Mais on ne peut pas être seul dans son coin et s'en sortir. Bon, mais après, on essaie de faire avec, c'est-à-dire qu'on harmonise un peu, mais il y a en ligne le groupe I Am More, qui est justement une plateforme où je pourrais animer des fois des thématiques qui sont les plus demandées. Donc je pense à ça. Mais tous ceux qui te regardent, qui sont bouffés par le stress, qui sont emportés par l'ouragan de burn-out, qu'est-ce que tu leur dis en regardant la caméra aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je peux vous dire en quelques mots, c'est que ce par quoi vous passez n'est peut-être pas anodin, mais vous n'êtes pas seul dans votre coin. Il y a des personnes qui ont connu ça avant, peut-être même qui ont connu pire que ce que vous vivez, mais qui s'en sont sortis. Il faut sortir du déni d'abord, accepter de se faire aider et croire en l'avenir. Mais surtout, croire en vous. Parce que comme je le dis, croire en vous est le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir. Donc, on ne peut travailler avec vous. Si vous voulez sortir de votre situation, aucun être humain sur Terre peut le faire sans vous. Donc, vous êtes la pièce maîtresse de votre rémission. Mais surtout, sachez que ce n'est pas irréversible. Et quand vous viennent de mauvaises pensées, parce que ça monte souvent, pourquoi est-ce que je souffre autant et que je n'ai pas de solution? Et que vous pensez à quelque chose d'irrémédiable, je sais de quoi je parle, et on se comprend à demi-mot, et on peut le dire parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas se suicider. La vie est belle et il y a toujours une occasion de ressortir plus fort que son épreuve. Oh là là, mais Maryse, merci d'être venue. Mais je t'en prie. On est à la fin de notre épisode, ça passe très vite. On espère te revoir peut-être une autre fois. Ah oui, je suis là. Il n'y a pas de souci. Merci infiniment, ça passe tellement vite. Un maître mot, c'est si vous êtes sujet au stress intense, ne vous laissez pas emporter. Okay? Prenez déjà acte de ça et surtout dites-vous que vous pouvez dépasser. Rapprochez-vous des gens, vous n'êtes pas seul et tout. En vous rapprochant des spécialistes, vous pourrez effectivement prendre conscience, y travailler et surtout revenir beaucoup plus fort. Merci infiniment de nous avoir suivis et rendez-vous dans un prochain numéro.